L'histoire commence en Russie avec Katia Afonina, une belle jeune femme de 20 ans qui mène une vie modeste avec son seul parent, son grand-père Ivan, un vétéran décoré de la Seconde Guerre mondiale, dans une petite ville. Leur vie est simple et paisible. Cependant, dans un quartier voisin, sévit un trio toxique de garçons locaux, connus pour leur comportement incontrôlé et leurs fêtes hebdomadaires impliquant souvent de l'alcool et des compagnies payées. Le mercredi est leur soirée d'excès habituelle, mais ce soir-là, ils ont du mal à trouver une fille pour les rejoindre. Malheureusement, Katia passe par là, et leur attention se tourne vers elle. L'un des garçons, Vadim, la reconnaît comme une ancienne camarade de classe, et les deux autres l'exhortent à l'approcher. Vadim et Igor tentent de convaincre Katia de monter et de traîner avec eux. Elle est réticente, mais lorsqu'ils prétendent qu'un ami fête son anniversaire et continue de supplier, Katia finit par céder. À l'intérieur de l'appartement, Katia se sent immédiatement mal à l'aise en remarquant des bouteilles d'alcool éparpillées sur la table. Les garçons l'incitent à boire et lui rappellent ses années d'école où elle était louée pour son chant. Par politesse, Katia chante pour le prétendu fêté, ignorant que Boris, le meneur du groupe, a secrètement drogué son verre. Peu de temps après, Katia commence à se sentir étourdie et alors qu'elle tente de partir, les effets de la drogue la submergent. Les garçons l'entraînent ensuite dans une pièce séparée et l'encerclent. L'agression commence avec Boris, tandis que les autres l'aident à la maîtriser, ignorant ses tentatives désespérées de résister. Des heures passent, et Katia, maintenant totalement brisée et traumatisée, gît sur le sol alors que les garçons poursuivent leur agression. Finalement, ils la laissent partir tard dans la soirée, l'humiliant davantage en forçant de l'argent pour acheter son silence dans son sac à main. Katia trébuche dehors et jette l'argent avant de rentrer chez elle en silence. Pendant ce temps, Vadim commence à paniquer, craignant les conséquences possibles de leurs actes, mais les autres restent confiants, affirmant pouvoir compter sur le père de Vadim, un influent fonctionnaire de police. Il se croit intouchable. Lorsque Katia arrive enfin à la maison, elle s'effondre en larmes. Son grand-père remarque immédiatement les contusions sur son corps et comprend ce qui s'est passé. Enragé, il exige de savoir qui a fait cela. Lorsque Katia révèle leur nom, Ivan sort en trombe, prêt à se faire justice lui-même. Mais un voisin l'intercepte, l'exhortant à choisir la voie la plus sûre et à appeler la police. Peu de temps après, une équipe de policiers prend d'assaut l'appartement des garçons et procède à leur arrestation. L'inspecteur principal, visiblement outré par leurs actions, partage la fureur d'Ivan. Déterminé à obtenir justice, il commence immédiatement l'interrogatoire. Au début, les garçons nient tout, mais l'inspecteur les sépare et applique une pression psychologique, les avertissant du traitement sévère qui les attend en prison s'ils ne confessent pas. Finalement, les garçons craquent. Boris admet qu'ils ont drogué Katia et l'ont forcée. Même après leur confession, la situation prend une tournure inattendue lorsque le père de Vadim, le colonel Nikolai, un haut responsable de la police, arrive. Il tente immédiatement de faire valoir son autorité, demandant que les garçons soient libérés sous sa garde afin qu'il puisse gérer l'affaire en privé. Mais l'inspecteur refuse, révélant que les suspects ont avoué et qu'un drap taché de sang récupéré dans l'appartement corrobore l'histoire de Katia. Lorsque Nikolai insiste à nouveau, l'inspecteur exige un ordre officiel écrit. C'est alors qu'un jeune officier rapporte que de nombreux voisins ont confirmé les fêtes régulières des garçons le mercredi, au cours desquelles il harcelait souvent les femmes. Leur comportement est bien connu et largement condamné. Submergé par les preuves et les témoignages de témoins, Nikolai bat en retraite, mais il est clair qu'il n'abandonne pas. Le lendemain matin, Ivan se réveille et découvre que Katia n'est pas dans sa chambre. En cherchant dans la maison, il l'entend pleurer dans la salle de bain. Elle lui avoue qu'elle a du mal à regarder son reflet dans le miroir, ce qui brise le cœur d'Ivan. Il propose d'appeler un médecin de confiance dans leur immeuble, mais Katia refuse, ne voulant pas que quiconque sache ce qui s'est passé. Ivan lui dit doucement que tout le voisinage est déjà au courant en raison de l'activité policière de la veille. Dévastée, Katia admet qu'elle craint que sa réputation ne soit ruinée de manière permanente. Finalement, le médecin examine Katia et confirme que, bien que son état physique soit fragile, elle a surtout besoin de repos et de soutien émotionnel pour se rétablir complètement. Plus tard dans la journée, Ivan reçoit une nouvelle troublante. Les garçons ont été libérés. Le colonel Nikolai a utilisé son influence pour obtenir leur liberté. Furieux mais calme, Ivan reste concentré sur l'idée d'obtenir justice pour sa petite fille. Le lendemain, il emmène Katia au poste de police pour déposer une plainte officielle et porter l'affaire devant les tribunaux. Cependant, leurs efforts sont anéantis lorsqu'ils réalisent que l'officier en charge est corrompu et travaille pour Nikolai. Il se moque de l'histoire de Katia et l'accuse d'avoir délibérément séduit les garçons, insinuant qu'elle a orchestré la rencontre pour piéger l'un d'eux dans le mariage. Humiliée et épuisée émotionnellement, Katia perd toutefois dans le système judiciaire. Elle avoue qu'elle n'a plus la volonté de se battre et ne souhaite qu'oublier ce souvenir. Mais Ivan refuse de se taire. Le lendemain de leur visite au poste, Ivan aperçoit les garçons en train de traîner dans une voiture garée. Il s'approche calmement et leur dit qu'il a mémorisé leur visage avant de s'éloigner. Le groupe, toujours arrogant et sûr de lui, ignore la menace. Frustré par la corruption institutionnelle, Ivan rend visite à un vieil ami qui est juge, espérant obtenir de l'aide. Mais au lieu de soutien, le juge blâme Katia et l'accuse de comportement immoral. Dégoûté, Ivan s'en va. C'est alors qu'il réalise qu'il ne peut plus compter sur le système. Déterminé à se faire justice lui-même, il vend sa propriété secondaire pour financer ce qui va suivre.
Plus tard dans la journée, Ivan rentre chez lui et trouve la mère séparée de Katia, qui est revenue de Turquie avec son nouveau petit ami. Elle couvre Katia de cadeaux et prétend être de bon soutien, l'exhortant à passer à autre chose. Mais ce soir-là, sa façade s'effondre lorsqu'elle demande secrètement de l'argent à Ivan. Il sent immédiatement ses véritables motivations et la confronte. Elle admet qu'elle n'est revenue que pour exploiter la situation, menaçant même d'approcher Nikolai pour de l'argent à la place. Furieux, Ivan jette ses affaires dehors et lui interdit de revenir. Le lendemain matin, Ivan se rend au parc local où il trouve ses vieux amis jouant aux échecs. Tandis qu'il regarde, les trois garçons entrent dans leur appartement de l'autre côté de la rue. Discrètement, il s'éclipse et se dirige vers l'appartement de la tante de Katia. De sa fenêtre, il se rend compte qu'il a une vue claire et dégagée directement sur le salon des garçons. Avec un fusil de sniper de haute puissance à la main et sa cible en pleine vue, Ivan se prépare à rendre la justice que le système judiciaire n'a pas réussi à fournir. Depuis son poste d'observation, Ivan vise sa première cible. Avec une précision silencieuse, il appuie sur la gâchette. La balle frappe Boris directement à l'aine, le mutilant de façon permanente. Ivan dissimule immédiatement l'arme et rejoint calmement ses amis, se fondant dans le décor comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, Boris est transporté d'urgence à l'hôpital par ses amis terrifiés. Plus tard, le colonel Nikolai interroge Vadim et Igor, craignant qu'ils n'aient été imprudents avec leurs propres armes à feu. Mais les deux insistent sur le fait qu'ils étaient simplement en train de parler lorsque l'incident s'est produit. Réalisant que quelque chose de bien plus délibéré est en train de se passer, Nikolai commence à craindre que quelqu'un ne soit en train de les traquer. Au même moment, l'inspecteur de police commence à se méfier d'Ivan, pensant qu'il pourrait avoir un mobile pour de telles attaques. Il avertit Ivan que Nikolai ne s'arrêtera pas avant d'avoir réglé la situation d'une manière ou d'une autre. Quelques jours plus tard, Ivan retourne à l'appartement de la tante de Katia. Cette fois, sa cible est Igor. Il l'aperçoit se détendre dans sa voiture garée, complètement inconscient du danger qui le guette. Quelques instants plus tard, Ivan tire sur le réservoir d'essence du véhicule, déclenchant une violente explosion. Bien qu'Igor parvienne à s'échapper, le bas de son corps est gravement brûlé, et les médecins confirment plus tard qu'il ne marchera plus jamais. Maintenant complètement alerté, Nikolai reconnaît le schéma et avertit Vadim de rester vigilant. Il sécurise la maison, craignant que son fils ne soit la prochaine cible. Mais la paranoïa grandissante de Vadim commence à le consumer. Ailleurs, l'inspecteur se rend chez Katia pour parler à Ivan. Bien qu'Ivan ne soit pas là, Katia mentionne qu'il se rend souvent à l'appartement de sa tante pour s'occuper des oiseaux. L'inspecteur récupère les clés et commence à reconstituer la vérité derrière les récentes attaques. À peu près au même moment, Nikolai arrive chez Ivan avec un mandat de perquisition et une équipe d'officiers. Il fouille minutieusement la propriété, s'attendant à découvrir l'arme, mais ne trouve rien. C'est alors que la tante de Katia arrive et réclame ses clés. La police décide de perquisitionner également son appartement. Voyant cela, Ivan devient tendu, sachant que son fusil y est caché. Mais à sa surprise, la fouille ne donne rien. Sans aucune preuve pour l'incriminer, Nikolai affronte Ivan directement, le suppliant d'épargner Vadim. Mais Ivan répond froidement que quelque chose lui est déjà arrivé. Alarmé, Nikolai se précipite chez lui. Lorsqu'il frappe à la porte, Vadim, paranoïaque et tremblant, confond la voix de son père avec celle des assassins et tire à travers la porte, le blessant mortellement. Lorsque Vadim réalise ce qu'il a fait, il s'effondre de terreur et de culpabilité, subissant un effondrement mental complet. Un psychiatre conclut plus tard que ses chances de guérison sont minces. Quelque temps plus tard, l'inspecteur invite Ivan chez lui. Dans une révélation discrète, il admet qu'il avait confisqué le fusil de sniper avant que les autres officiers ne puissent le trouver. Conscient des crimes des garçons, il a décidé de laisser Ivan partir avec un avertissement, estimant que la justice avait finalement été rendue pour Katia. Dans la scène finale, Ivan rentre chez lui et entend Katia jouer de sa guitare pour la première fois depuis longtemps. Il écoute tranquillement derrière sa porte, tandis qu'elle gratte une douce mélodie de guérison. Bien que les cicatrices puissent demeurer, le son de sa voix signale le début du rétablissement et la fin tranquille d'une tempête de vengeance. Abonne-toi.